Il existe 4 catégories principales de réponses au paradoxe de Fermi. Soit la vie est rare, soit la vie intelligente est rare, soit cette vie intelligente ne peut pas coloniser sa galaxie, soit, enfin, elle ne souhaite pas le faire. Aujourd'hui, nous nous attaquons aux solutions qui considèrent que la vie n'est pas forcément rare, mais que la vie intelligente l'est. Si cette catégorie semble assez claire, elle est particulièrement difficile à introduire. Définir la vie est une tâche relativement aisée considérant qu'elle est définie telle qu'on la connaît, et que cette définition évoluera par essence dès que l'on trouvera une nouvelle forme de vie. Le biais présent dans la définition se met lui-même en avant pour souligner notre propre ignorance. Définir la vie intelligente est une toute autre chose. Instinctivement, nous aurions tendance à considérer qu'afin de se développer comme nous l'avons fait, des caractéristiques humanoïdes sont nécessaires. Pourtant, de nombreuses autres espèces animales peuvent être considérées comme intelligentes. Nombre d'entre elles sont capables de transmettre des informations et d'interagir au sein de groupes, dans certains cas, de façon plus poussée que l'être humain. Pourtant, il existe une caractéristique difficile à définir que notre espèce semble avoir été la seule à réellement développer. Aucune autre espèce animale n'a réussi à se développer à la fois au niveau de l'individu et au niveau du groupe, d'une façon qui ne serait-ce que s'approcherait de la façon dont l'a fait l'humain. Si les fourmis sont encore plus développées que nous au niveau sociétal, leur individualité est quasi inexistante. Au contraire, d'autres espèces n'arrivent qu'à se développer au niveau familial ou dans un groupe relativement restreint. L'être humain arrive ainsi à la fois à avoir de réels objectifs individuels qu'il a réussi à associer avec les objectifs de l'espèce elle-même à travers le développement des sociétés qui mèneront notamment aux nations. Pour autant, cette impression est faite dans une vision autocentrée. D'autres civilisations pourraient nous considérer comme exclus de leur définition de la vie intelligente. Si l'on s'accorde sur l'idée généralement reconnue à travers le terme de vie intelligente, plusieurs hypothèses se présentent alors qui expliqueraient l'absence de contact avec ces autres formes de vie. La première, et certainement la plus simple, serait l'idée que notre technologie ne serait tout simplement pas assez avancée pour capter les signaux envoyés par d'autres civilisations. La comparaison est souvent faite avec l'idée d'essayer de recevoir un fax alors que l'on vous envoie un email. Carl Sagan a aussi émis l'idée que nous pourrions exister ou penser à un rythme beaucoup plus rapide ou beaucoup plus lent que d'autres formes de vie, ce qui rendrait inaudibles les signaux qu'ils envoient, mais aussi ceux que nous leur enverrions. Si ces signaux sont suffisamment nombreux, ils donneraient l'impression de faire partie du fond sonore de l'univers. Plus gênante pour nous, la possibilité existe que nous soyons en réalité dans une partie inintéressante de l'univers ou de notre galaxie et que le reste ait en réalité été colonisé. Jusqu'à récemment, il existait encore de nombreuses tribus dans le Pacifique qui ignoraient tout de ce qui existait à l'extérieur de leurs îles. Il doit donc être envisagé que nous soyons dans la même situation, une sorte de point Nemo de notre galaxie. Cette absence d'intérêt proviendrait donc certainement de l'absence de ressources particulières, mais surtout, elle sous-tend l'existence de nombreuses civilisations. Si ce n'était pas le cas, il y aurait alors un intérêt certain pour des civilisations extraterrestres de rencontrer une autre forme de vie, quitte à se rendre dans un endroit autrement inintéressant. Une proposition assez surprenante veut que les civilisations se seraient réfugiées dans les bordures de la galaxie afin de profiter au maximum du froid interstellaire pour refroidir facilement de potentiels superordinateurs. Il est important de préciser que l'espace n'a pas de température puisque la température mesure la chaleur d'un corps. Cependant, les objets dans l'espace vont avoir d'immenses différences de température selon qu'ils seront exposés ou non aux rayons d'une étoile. L'idée a ainsi été proposée que ces civilisations, ou au minimum leur puissance de calcul, nécessiteraient beaucoup d'énergie et généreraient énormément de chaleur. Le meilleur moyen de résoudre ce problème serait alors de se rendre dans les endroits les plus froids de l'espace, en l'occurrence à l'extérieur d'une galaxie. C'est ce qui permettrait d'éviter au maximum les rayonnements et de rester à des températures suffisamment basses. Ce n'est pas une idée aussi farfelue qu'elle en a l'air. Des scientifiques cherchent aujourd'hui à trouver un moyen de profiter du froid de l'espace pour diminuer la température de la Terre. Cette hypothèse expliquerait cependant pourquoi nous n'arrivons pas à remarquer leur présence, puisque nous cherchons principalement dans des systèmes planétaires, alors que ces civilisations chercheraient à s'en éloigner. Elle n'explique cependant pas tout, car il est probable que la civilisation continue à vivre en même temps sur des planètes, ou même qu'elle résolve le problème de chaleur autrement.
Le mathématicien et physicien Stephen Wolfram pense par exemple que l'amélioration des technologies mènera à une réduction des besoins en énergie et donc au problème de chaleur. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler directement de la théorie des anciens astronautes, mais vous l'avez certainement déjà vue dans une œuvre de fiction. Et par théorie, j'entends bien plus spéculation tant toutes les supposées preuves ont été démontées au fil du temps. Cette théorie prétend que des extraterrestres seraient venus sur Terre et auraient réalisé des constructions ou auraient été représentés par les contemporains. Parmi les nombreuses réalisations leur ayant été accordées figurent les pyramides, les lignes de Nazca, les statues de l'île de Pâques ou encore la machine denticitaire. Pour certains, ces civilisations auraient amené l'agriculture ou encore les mathématiques. L'autre partie de cette théorie se trouve dans la représentation de nombreux ouvrages sacrés ou rapports datant de plusieurs siècles ou millénaires faisant penser à la présence d'ovnis. Pour la plupart expliqués par des phénomènes astronomiques ou parfois tout simplement par une surinterprétation de leur présence, alors qu'il s'agissait de toute autre chose, comme une représentation religieuse. Le point commun de toutes ces preuves est qu'il a été démontré qu'elles n'en sont pas. Une des représentations les plus célèbres de cette idée intervient avec le monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui permet à la vie de passer des caps d'évolution. Dans son film, Stanley Kubrick met en évidence un monolithe présent lors d'importantes avancées de l'humanité. Cet objet démontre la présence d'une entité largement supérieure à la vie telle qu'elle est connue sur Terre à plusieurs périodes. À l'aide du monolithe, elle parvient à avancer vers un nouveau stade de son évolution. Au contraire d'autres possibilités, cette théorie envisagerait qu'une civilisation qui nous est largement supérieure s'intéresserait à nous au point de nous aider, ce qui me semble certainement très optimiste. Si les propositions autour des anciens astronautes tiennent plus du complotisme que de la science, il est nécessaire de considérer la possibilité que l'être humain, voire même la vie, ne soit pas originaire de la Terre. L'hypothèse de la panspermie englobe toutes celles proposant que l'origine de la vie sur Terre est due à une contamination extraterrestre, de la même façon qu'une fleur utilise son pollen pour contaminer d'autres milieux et assurer sa pérennité. La lithopanspermie est la situation dans laquelle des êtres vivants sont transférés d'une planète à une autre de façon naturelle, généralement suite à une collision d'une planète avec un objet céleste. Si aucun cas n'a été démontré, des expériences ont soumis des organismes aux conditions nécessaires pour la rendre possible, et elles laissent à penser que cette solution serait possible. C'est ainsi une des raisons pour lesquelles la découverte d'une trace de vie sur Mars devra être soumise à une étude approfondie. La proximité des planètes crée une véritable possibilité que la vie ait pu être transportée d'une planète à l'autre, par exemple suite à une collision avec un astéroïde. Il ne s'agirait alors pas d'un développement indépendant de la vie, chose particulièrement importante dans l'hypothèse du grand filtre. La panspermie délibérée concerne les cas de transport dans l'espace de micro-organismes dans le but d'implanter une forme de vie sur une planète. Le film Prometheus montre notamment dans son introduction un extraterrestre en train d'apporter la vie sur une planète, possiblement la Terre. À savoir si nos possibles ancêtres reviendraient ou nous laisseraient seuls ici. La panspermie accidentelle est une variante de cette idée selon laquelle des extraterrestres auraient volontairement envoyé des éléments sur notre planète, des ondes ou des robots, mais aussi éventuellement des déchets, et que ceux-ci auraient amené avec eux des éléments déclenchant l'apparition de la vie.